Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Generac Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une compagnie qui est en croissance, ok? So, comme d'habitude, c'est bien de savoir que la compagnie est en croissance, le revenu augmente, etc. Mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'on a des acquisitions ici? Est-ce que c'est de manière organique? C'est très important à savoir. Donc ici, c'est un mix des deux, organique et par acquisition. Il faut également remarquer qu'on a eu une grosse acquisition à cette période-ci et ici également, d'accord? So, est-ce que c'est est-ce que c'est le modèle de croissance de l'entreprise ici? Est-ce que ça sera un mix de deux à long terme? Quelle est la taille du marché? D'accord? So, maintenant, la croissance est là, c'est bien. Maintenant, est-ce que la croissance suit avec la stabilité des marges brutes minimum? Ici, on voit que les marges brutes, voilà. On a connu une croissance exponentielle entre 2021 et à peu près mars 2021 et à peu près septembre 2022, mais on constate que la marge brute a diminué d'à peu près 6%. Ça, c'est un point rouge. Ok, c'est important d'aller savoir pourquoi est-ce que la marge brute a diminué. La marge brute peut diminuer également, mais si ça vient avec une stabilité de la marge EBITDA, on peut se dire ici que bon, l'entreprise devient de plus en plus efficiente. Donc voilà, on peut pardonner. Mais vous constatez également que ça va dans le même sens. Donc ici, c'est presque 7% en moins. Donc les deux sont très très liés. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que le management dit par rapport à cette augmentation des marges-là. Ok? Est-ce que parce qu'on est en train de faire présentement l'intégration des nouvelles entités ici, ça peut prendre du temps, ça peut causer à peu près le temps d'éliminer certains doublons, etc. Il faut aller regarder cela. Ok? Donc en termes de croissance, en termes de revenus ici, vous constatez qu'on a des revenus de 4 milliards 580. Les analystes s'attendent à avoir combien à peu près en termes de revenus sur l'année 2023. Donc ici, je vous ai dit que la pente est importante. Donc ici, par exemple, on constate qu'on a l'habitude d'être optimiste. En tout cas, depuis à peu près 2020, ils sont très très optimistes, mais c'est la première fois depuis 2020 qu'on a quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire que on demande, les analystes sont en train de vous dire, soyez prudents, ok? Soyez prudents en tout cas pour l'année à venir, d'accord? Donc pour l'année en cours plutôt, donc 2023. Donc essayons de voir à peu près 2 ans plus tard, donc 2025 par là. Vous constatez également qu'on va à peu près dans la même tendance. Donc drapeau rouge, c'est-à-dire que maintenant, il faut faire attention, ok? Quand on va faire des guesstimations ici, il faut se dire qu'ok, le consensus des analystes mentionne qu'on va s'attendre au moins à des revenus en berne dans les années à venir. En tout cas, au moins sur les 2 prochaines années, on sera à peu près sur un maintien des revenus. Je vais essayer de regarder ici à partir de l'année 4, si on a des informations. Voilà, en année 4 également, on était très très élevé, mais voilà, on s'attend à peu près à avoir quelque chose en dessous de 5 milliards. Donc peut-être qu'en année 4, on va remonter, mais en année 2023, d'accord, et 2024, on sera à peu près une certaine stabilité. Dans un environnement peut-être normal, ok? So, on continue. Le consensus était à combien? Je prends par rapport aux prévisions de l'année prochaine. Même si on pense que les revenus pourraient revenir à un certain niveau ici, je préfère généralement me protéger parce que je vois que la croissance ici est exponentielle. Vu qu'on a fait également des acquisitions, etc., il faut déjà aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance-là. C'est très important. Donc, je prends ici l'estimation des analyses. Moi qui ne connais pas l'entreprise ici, je préfère me protéger au maximum. Quitte à avoir tort ici, au moins je ne voudrais pas avoir tort en surestimant l'entreprise. D'accord? Donc, j'aurais trouvé le temps de m'ajuster au cas où j'ai été moins 10 ans. OK? Donc, 4 milliards 210 millions. 4 milliards 210 millions, c'est ce qu'on met ici en termes de revenus. 4 milliards 210 millions, alors qu'on a des revenus à peu près aujourd'hui de 4 milliards 580. 4 milliards 210 millions. OK? Maintenant, croissance, etc., on sait qu'il y a de la croissance. D'accord? Donc, la croissance ici, elle est par acquisition et de manière organique. OK? So, si c'est une entreprise ici qui vend des générateurs, etc., donc selon son pitch ici, la présentation aux investisseurs, c'est que ouais, comment on appelle ça, le réseau électrique américain est de plus en plus vieillissant et donc à la fin de la journée, il supporte de moins en moins les charges actuelles, ce qui veut dire que les clients ont de plus en plus besoin de générateurs. Avec l'avènement également de la voiture électrique, ça peut être important de généralement avoir un générateur. Donc elle est également en concurrence avec des entreprises comme les Tesla, les Caterpillar, ce genre de choses-là. Donc il faut faire attention, il faut faire très très attention par rapport à ça. Donc on vous donne toujours le bon côté ici, mais attention, il faut également voir que sur ce segment d'activité, nous ne sommes pas les seuls. Il faut également faire attention aux entreprises qui font beaucoup d'acquisitions. On ne veut pas se retrouver en train de faire des acquisitions à la Atos ici. Donc c'est pas parce qu'il y a de la croissance que c'est forcément de la bonne croissance. Il faut toujours aller vérifier cela. C'est bien d'avoir de la croissance, mais tout en maintenant les marges. Ok? Sur les 10 dernières années, ici, on peut voir que le volume de croissance est de 15%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 23%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 28%. Donc la croissance tend à accélérer, mais pourquoi? Revenu, est-ce que c'est parce que comment on appelle ça, le marché est en train de grossir, on est en train de prendre des parts de marché, ou bien c'est parce qu'on fait de plus en plus d'acquisitions. Donc,
C'est la question que moi je me pose. Maintenant, en termes de croissance, c'est là, mais voilà, juste à titre d'information. On sait ici qu'on veut acheter une entreprise à un prix qui n'implique pas la croissance en date d'aujourd'hui. Donc ici, on se rend compte qu'en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme information? Je compare d'abord les free cash flow et les net income pour voir si on parle le même langage. Donc je prends ici free cash flow, ok, net income, je les mets sur le même graphique. D'accord? J'essaie de voir si on parle le même langage. Donc, quand on les met sur le même graphique, on se rend compte que les net income, les free cash flow, jusqu'en 2018, étaient plus élevés que les net income. Et à partir de 2018, voilà, on a eu quelque chose. Non, les free cash flow sont d'habitude plus élevés que les net income. Mais en date d'aujourd'hui, on a une diminution des free cash flow. Pourquoi? Ça peut être dû à un effet investissement en capital ici qui est plus élevé que la moyenne. D'accord? On peut également le comparer ici. Capital expenditure. Donc, je vais voir en termes de pourcentage, capital expenditure, on va voir ça ici. Il est élevé. Donc, vous voyez que ici, là, il est en train de diminuer à partir de cette période aussi. Donc, capital expenditure, je vais le voir par rapport à CAPEX, par rapport au pourcentage du revenu. On se dira, ça va, on est presque à quelque chose qu'on a connu dans la moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'on a peut-être vendu à crédit ici. D'accord? Il y a peut-être une vente à crédit ici, quelque part. Donc, je vais également essayer de regarder les net income normalisés afin de pouvoir identifier s'il n'y a pas des éléments extraordinaires qui ont été pris en considération dans le calcul des net income ici. On constate qu'on parle à peu près le même langage également ici. Je les compare. Oui, il y a une légère différence, mais bon, on est à peu près... Voilà, ça va à peu près dans le même sens. C'est pas négatif en tout cas. Bref. Ceci me permet ici de vous dire qu'il faut rester prudent. Les free cash flow sont certes négatifs, mais tant qu'on ne sait pas pourquoi, ça n'a aucune importance. Ça reste de l'information uniquement, d'accord? Quand on regarde les rapports financiers, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a cette variation si par rapport à la même période l'année précédente? Donc, en termes de net income margin ici, c'est pour ça que je vais prendre les net income margin. Alors, net income margin, je pense que je l'avais pris ici plus haut. En termes de marge, nous avons à peu près combien? Le marché paye généralement 11,30 sur les 20 dernières années. Sur toute la période qu'on est disponible ici, on a à peu près 11,15. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 11,30. Sur les 5 dernières années, on a 12%. Sur les 5 dernières années, on a du 12% par là. Sur les 3 dernières années, on a du 12% également par là. Donc, 5 dernières années, 12%. On a de la croissance qui est également là. Voilà, ça tend à se dire que, est-ce que je prends 12%, 11,3%? De toute façon, je prends en considération la dette ici, je prendrai du 12% ici, mais encore, c'est le management qui vous donnera le dernier mot par rapport aux marges qu'on doit prendre ici. Donc, il y a de fortes chances que je ne me trompe pas en prenant du 12% ici. OK? Je ne prendrai sûrement pas du 16%. OK? Donc, je ne prendrai également pas du 6%. D'accord? Donc, on prend du 12% ici. OK? Donc, 12%. Maintenant, nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions? Donc ici, je regarde, est-ce qu'on veut racheter des actions ici sur la longue période de temps? Bof, voilà. Elle rachète ses actions, oui, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc également, on voit que sur les dernières années, on a une augmentation du nombre d'actions ici. Donc on a 64 millions,62. Donc je vais mettre ici 65 millions d'actions ici, juste pour faire simple. J'arrondis à 65 millions, ça ne change pas grand-chose. Le PER moyen ici, donc vu que j'ai pris les PER, les net income, donc je prends les price to earning ici, donc je prends les 12 prochains mois ici afin de pouvoir aplatir à peu près la courbe ici, puisqu'il prend en considération à peu près les revenus futurs, les bénéfices nets futurs ici. Donc, on voit ici en termes de moyenne, sur les 20 dernières années, le marché paye 14 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye à peu près 14 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il a 18 fois les bénéfices. 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, il s'est emballé sur les dernières années. Pourtant, il a l'habitude d'être à 14, 15 fois les bénéfices. Qu'est-ce que je dois prendre réellement pour ce genre de compagnie ici? Alors, on va également constater, on va essayer de comparer ici avec les... Parce que réellement, prendre 15, 17 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, voilà, je pense que 15 fois, ça pourrait aller ici. Pour 15 fois les bénéfices, on ne surpaye pas non plus. Même si on est trop optimiste sur les dernières années ici, mais même à 15 fois les bénéfices, je pense qu'on peut aller même plus loin que ça. Mais bon, je vais me limiter à ce que le marché paye ici. De toutes les façons, je n'ai pas envie d'être plus intelligent que ça. OK? Donc, en termes de dette nette ici, OK? Donc, en termes de dette nette ici, nous avons combien? Nous avons à peu près une dette de 1 milliard 260 millions. D'accord? Donc, 1 milliard, donc 1,26 billion. Donc, qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on est prêt pour faire l'évaluation de la compagnie ici. 4 milliards 210, attendu l'année prochaine, moins élevé que ce qu'on a présentement. 12% de ce montant-là, ça nous donne à peu près 505 millions ici. Multiplié ici par 15 fois les bénéfices, on obtient à peu près 7 milliards 578, moins la dette nette à 1 milliard 260.
ça nous donne à peu près 6 milliards 318 divisé par le nombre d'actions à 65 millions d'actions, on atteint à peu près 97 dollars 97,2. OK? Donc, ça nous donne ici 97,2. Donc, je mets ici 15 fois les bénéfices. On s'entend que j'ai pris 15 fois les bénéfices. OK? Normalement, le marché valorise vraiment cette compagnie-ci sans prendre en considération la dette ici. D'accord? Donc, ça peut aller plus loin que ça. Mais nous, on sait déjà qu'en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas. Et s'il y a de la croissance ici, la croissance pourra servir ici à peu près comme marge de sécurité. Maintenant, il faut déterminer quelle est la taille du marché, quelle est la croissance espérée, quelle est la stratégie du management au moins jusqu'en 2024-2025, afin qu'on puisse voir à peu près quel est le niveau de croissance qu'on pourrait espérer au moins sur les années à venir. Les analystes ici sont à peu près pessimistes sur l'année en cours et l'année suivante. Mais à partir de 2025, on s'attend à peu près à avoir des revenus de 5 milliards. Admettons qu'on arrive à 5 milliards, faisons simple. Voilà, on va exagérer, que le marché paye 15 fois les bénéfices, le marché paye 12% de marge bénéficiaire pour cette compagnie-ci, d'accord? À 15 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette aux alentours de 1 milliard 260, divisé par le nombre d'actions aux alentours de 65 millions, si ça ne change pas, on sera à peu près une valorisation de 120 dollars. Donc à peu près, on reste au niveau de la moyenne ici. Maintenant, tout dépend du volume de croissance. Donc je ne pourrais pas dire ici que l'entreprise est surévaluée. Je pense qu'on est correctement évalué ici, peut-être même sous-évalué si on prend en considération la croissance. Maintenant, le rôle de quelqu'un qui serait intéressé par Generac, ce serait de voir la croissance en elle-même va venir d'où? OK? Quelles sont les prévisions du management ici? Et quand vous allez sur une question d'estimation ici, il faut vous protéger au maximum. Donc, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille également. Mais bon, moi, je suis de nature, j'essaie d'être très prudent de nature. Peut-être également, ça peut être un gros problème de mon côté. Mais voilà, ça reste qu'au prix actuel, je ne pense pas qu'on surpaye. Même si on n'a plus de croissance dans les années à venir ici, le prix actuel est tout simplement correct. À 15, 17 fois les bénéfices. Et les multiples pourraient également augmenter ici. D'accord? Ça reste mon avis. En date d'aujourd'hui, on a un bon prix, d'accord? Tout va dépendre de la croissance future, ok? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Est-ce qu'on a un dividende ici? Non, on ne verse pas de dividende en date d'aujourd'hui. Et encore, si on verse un dividende, si l'entreprise vous verse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, on a à peu près 505 millions ici, donc je mets 500, je n'ai pas 638 ici, d'accord? Par rapport au prix d'acquisition actuel, on sera à 7% de rendement, soit 7-8% de rendement. Et encore, je n'ai même pas pris en considération la croissance. C'est pour ça que je dis que l'opportunité ici dépend énormément de la croissance, ok? Mais en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas mauvais du tout. On est correctement évalué par rapport aux multiples que le marché paye généralement d'habitude, ok? Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.